Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Prokofiev a connu la gloire à Paris, bien entendu. Il l'a connu comme d'autres, comme Stravinsky notamment, grâce au ballet russe, évidemment. Il a fait des ballets Shoot en 1915, Le Pas d'acier en 1925, Le Fils prodigue en 1929. Et voilà que, justement, le 19 août 1929, la mort de Serge de Diaghilev, le patron des ballets russes, marque une rupture, évidemment. En mars 1936, Prokofiev choisit de plier bagages et le voilà parti pour Moscou. Et sans doute à l'époque ne mesure-t-il pas toutes les conséquences de la décision qu'il est en train de prendre. L'accueil triomphal qu'il a reçu lors de ses derniers séjours en URSS l'a rassuré, de même que l'a rassuré la volonté de rompre avec une existence nomade de concertiste en tournée. Il est convaincu que c'est comme cela, en quelque sorte, qu'il faut vivre maintenant. Il faut aller se réinstaller chez lui pour devenir d'une certaine manière, peut-être, le chantre de l'orthodoxie soviétique. Prokofiev est loin d'imaginer que la porte de l'Occident, bientôt, lui sera carrément fermée. Alors qu'est-ce qu'il attend dans sa Russie natale ? Il y a toutes les institutions soviétiques qui viennent de se mettre en place. Il y a cette maison des spécialistes qui permet d'accueillir les artistes avec des conditions matérielles assez confortables, il faut bien le dire, mais il y a aussi pas mal de déboires. Les 15 années d'errance de Prokofiev dans le monde occidental l'ont mis en concurrence à l'époque avec un certain nombre de compositeurs russes comme Igor Stravinsky, j'en parlais, ou Sergueï Rachmaninov, qui comme lui était exilé. Mais lorsqu'il rentre au bercail, c'est un rival de taille qui l'attend, c'est Dmitri Shostakovich, et tous deux vont avoir à subir l'épuration culturelle que Jdanov organise, ou va en tout cas organiser à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Alors, il faut déjà voir peut-être la vision que Prokofiev lui-même a de cette musique soviétique. Je qualifierais la musique dont on a besoin ici, quand il dit ici c'est la Russie bien sûr, la musique dont on a besoin ici, je la qualifierais de légèrement sérieuse ou de sérieusement légère, dit-il. Il n'est guère facile de trouver le langage qui lui convienne. Avant tout, elle doit être mélodique, d'une mélodie simple et compréhensible, et qui ne doit pas se répéter ou être empreinte de trivialité. Il écrit ça en novembre 1934. Alors, en bon auteur de ballet, Prokofiev, on peut dire un des plus grands du XXe siècle aux côtés de Stravinsky, Prokofiev a oscillé entre l'audace tout à fait russe et une tradition qui ne l'est pas moins, entre le lyrisme et une certaine ironie parfois presque grinçante, entre une simplicité assez extraordinaire et en même temps pas mal de finesse. Et il est conscient des difficultés de la tâche qui l'attend. Je le cite de nouveau. Le temps n'est plus où l'on composait de la musique pour un cercle d'esthètes. Maintenant, les grandes masses populaires en contact avec la musique sérieuse attendent et interrogent. La recherche d'une langue musicale qui corresponde à l'époque du socialisme est difficile, mais voilà un noble problème pour un compositeur. Dans notre pays, la musique est devenue le domaine de masses énormes, écrit-il. Leur goût, leur désir artistique croissent à une vitesse extraordinaire et le compositeur doit corriger chacune de ses nouvelles œuvres en fonction de cette évolution. Il faut préciser que dès 1933, c'est-à-dire qu'à l'époque il était encore domicilié à Paris, puisque je vous ai dit que c'est en mars 36 qu'il va partir, en 33, il a composé déjà pour le public soviétique à travers une commande de cinéma. C'était pour un film d'Alexandre Feinzimmer qui s'appelait Lieutenant Kijé. Un petit peu de stylisation, pas mal de parodies ont contribué à la popularité de cette partition. Mais quand je parle de popularité, rien à voir évidemment avec celle de Roméo et Juliette, tirée bien sûr du très célèbre drame de Shakespeare. Berlioz en avait fait une symphonie dramatique de Roméo et Juliette, et Gounod un opéra, et Tchaïkovski une ouverture fantaisie. Eh bien, Prokofiev, lui, va en faire ce que la musique russe peut-être a été capable de faire de plus extraordinaire, c'est la figure imposée là-bas. Il va en faire un ballet.
Les exigences de l'Union soviétique à la fin des années 30 en matière de ballet n'ont pas grand-chose à voir avec les exigences de monsieur de Diaghilev. Vous savez, on est un peu aux antipodes de cette esthétique avant-gardiste. À l'époque, il fallait faire avec Diaghilev, il fallait faire quelque chose d'assez percutant, d'assez lapidaire. Évidemment, dans le monde soviétique, c'est autre chose. Voici ce que dit Ernest Ansermet à propos justement du travail de Prokofiev. Prokofiev est avant tout, dit-il, un mélodiste. C'est sans doute pourquoi, nous dit Jérémy Bigori qui a préparé cette émission, c'est sans doute pourquoi il n'a pas eu grand mal à faire de nécessité vertu. Répondre aux exigences de la doxa communiste revenait pour lui à se laisser glisser sur sa pente naturelle. Roméo et Juliette est un des premiers résultats de cette conversion et également le premier exemple d'un nouveau type de ballet. Vous écoutez Radio Classique. Prokofiev a prouvé au public soviétique qu'il était capable de chanter les amours de Roméo et Juliette. Et bien maintenant, il va essayer de s'adresser à un public peut-être encore plus difficile, puisque c'est celui des enfants. Vous me voyez venir, on va parler de Pierre et le loup, bien entendu. Est-ce qu'il s'adresse du reste qu'aux enfants ? D'aucuns prétendent que la partition serait également une œuvre à clé, nous dit Claude Samuel dans son Prokofiev aux éditions du Seuil, avec allusions politiques voilées. Voici Pierre, l'homme soviétique, courageux et réaliste, et le bourgeois transformé en canard qui, dans les moments décisifs, se cache prudemment dans la mare, puis les politiciens métamorphosés en chasseurs qui manifestent bruyamment leur inefficacité. Prokofiev, au commencement de cette année 36, donc, est encore en Occident, mais pour la dernière fois au cours d'une tournée de plusieurs mois, car maintenant, et donc, il va changer complètement de vie et de cadre. Le compositeur se produit en tant que pianiste dans 9 villes américaines en ce début 36. Il est rejoint d'ailleurs par sa femme, Lina. Il va s'arrêter longuement à Hollywood, où le monde du cinéma lui fait un accueil triomphal. On fait même un banquet en son honneur avec Mary Pickford, Marlène Dietrich et Gloria Swanson et d'autres. C'est assez extraordinaire. La rencontre de Prokofiev avec Hollywood est arrivée au mauvais moment, nous dit Arlo Robinson. Il avait déjà pris la décision de vivre à Moscou. Ses fils y étaient. Néanmoins, ce ne sera pas ses adieux au cinéma, puisque en 1938, il y a cette collaboration avec Eisenstein autour d'Alexandre Nevsky, évidemment. C'est Eisenstein lui-même qui nous parle. La musique de Prokofiev est étonnamment plastique. Elle n'est jamais une illustration. Elle montre d'une façon étonnante la marche intérieure des événements, leur structure dynamique dans laquelle se concrétisent l'émotion et le sens des événements. Prokofiev compose un opéra soviétique avec Simeon Kotko qui raconte le retour en Ukraine d'un soldat pas longtemps avant l'invasion allemande de 1918. C'était peut-être pas le moment pour écrire un opéra sur ce sujet, puisque l'opéra est achevé en 39. On est tout près vraiment de la guerre. Surtout, il y a ce pacte de non-agression germano-soviétique qui vient d'être signé en août 39. Vous imaginez si la création en 40 va faire grincer des dents. D'ailleurs, l'œuvre est presque aussitôt retirée de l'affiche. Dans sa biographie de référence du compositeur, biographie parue chez Actes Sud, Laetitia Leguet, qui est la sœur de Claire-Marie Leguet, que je salue très fraternellement, très chaleureusement. Dans cette biographie, donc, Laetitia Leguet nous dit que les persécutions staliniennes qui sévissent à l'époque vont avoir un impact. Je la cite. Tandis que l'on fête Pouchkine en février 37, la Russie s'installait dans la grande terreur avec ses dénonciations spontanées ou sous la torture et ses arrestations imprévisibles. Les artistes et les projets disparaissent. Le violoniste David Oistrakh, comme beaucoup, donnait à l'époque avec un petit bagage sous le bras, il dormait à l'époque avec un petit bagage sous le bras, au cas où la police politique viendrait le chercher à l'aube. Vous voyez un peu l'ambiance, ça devient assez terrible. La cantate Octobre est terminée juste à temps pour l'anniversaire de la Révolution, ce qui veut dire que la création est un petit peu abrogée, était compliquée. Prokofiev n'entendra jamais son œuvre et pour cause, puisque les autorités vont lui préférer
une œuvre beaucoup plus consensuelle de Shostakovich, et ce sera la 5e symphonie. Voici ce que nous dit encore Laetitia Leguet. Prokofiev compose pour les 60 ans de Staline le 21 décembre 1939 un Zdravitsa. Si ces partitions ont contribué à donner de Prokofiev l'image d'un compositeur qui aurait cherché à plaire par carriérisme, la réalité est plus nuancée. Fier, même arrogant, abrupt dans ses propos, Prokofiev n'avait pas le profil du courtisan, il n'avait pas non plus l'intransigeance d'un Meyerhold. Il choisit donc la dichotomie pour sauver sa musique et peut-être sa vie. Zdravitsa est obscène au regard de ce qui se passait en URSS, mais la partition était une commande de la radio. L'époque était là, tragique et arbitraire, incompréhensible pour ceux-là même qui la vivaient. L'enjeu était la survie de soi et des siens. Même Mandelstam, persécuté pour avoir écrit en 1934 une épigramme dénonçant le bourreau du Kremlin, avait tenté en 1936 de se racheter par un texte à la gloire de Staline. À quelques jours de la Noël 1939, Zdravitsa résonne dans la rue diffusé par haut-parleur avec d'autres musiques à la gloire du petit père des peuples. Franck Ferrand sur Radio Classique. Une de ses plus grandes fresques lyriques, Prokofiev va la composer à l'occasion pour répondre à l'invasion allemande. C'est l'opéra Guerre et paix, d'après le roman de Tolstoï, bien entendu, qui était un des livres de chevet de Prokofiev. Le 22 juin, par une matinée chaude et ensoleillée, j'étais installé à ma table de travail, écrit-il. Soudain, la femme du gardien arriva et me demanda d'un air inquiet s'il était vrai que les Allemands nous attaquaient et bombardaient nos villes. Cette nouvelle me bouleversa. Nous allâmes chez Eisenstein, qui habitait tout près, c'était bien vrai. Le 22 juin 1941, les fascistes allemands attaquaient la Russie soviétique. C'est pendant ces journées que se précisa mon projet de composer un opéra d'après le roman de Tolstoï, Guerre et paix, les pages décrivant la bataille du peuple russe contre Napoléon en 1812 et la déroute de l'armée napoléonienne me devinrent soudain très proches. Il va s'atteler à la rédaction Eisenstein, la rédaction du livret de ce qui va devenir un opéra fleuve. D'ailleurs, ça va le fatiguer considérablement, et il rédige ce livret avec Mira Mendelssohn. Qui est cette Mira Mendelssohn ? Eh bien, elle est entrée dans la vie de Serge à l'été 1939, elle a 25 ans, à l'époque elle suit des cours à l'Institut Gorky de Moscou, et elle va supplanter Lina, la cosmopolite Lina, qui n'a pas eu l'heure de s'acclimater à la vie soviétique, là où Mira, dont le père est un marxiste de la première heure, va correspondre parfaitement, elle, au canon du régime. Prokofiev va épouser Mira le 13 janvier 1948. Alors vous allez me dire, comment est-ce que c'est possible, puisqu'il vivait déjà avec Lina, mais le mariage qu'il avait contracté en Allemagne avec Lina n'avait pas été enregistré par l'administration russe. Donc voilà comment il a pu faire ce mariage. L'atmosphère est extrêmement dure dans l'Union soviétique de la guerre et surtout de l'après-guerre. Il y a des honneurs pour Prokofiev, certes, mais aussi des humiliations. Il en a fait l'expérience notamment à l'automne 43, quand Staline, qui était désireux de changer l'hymne national, a organisé un grand concours au Bolchoï. Le dictateur, faut l'imaginer, Staline, dans son costume, dans sa tenue de maréchal, qui a écouté les chœurs de l'armée rouge lui interpréter les partitions des candidats, et l'hymne de Prokofiev a été éliminé. Il n'a même pas été jusqu'au dernier tour. Et Prokofiev a beaucoup composé pendant cette période soviétique. 78 opus sur environ 138. Tout en composant ses sonates de guerre, il travaille à un ballet Cendrillon, musique qui répond aux nécessités chorégraphiques et qui s'inscrit peut-être plus encore que Roméo et Juliette dans la grande tradition de Tchaïkovski, et qui va d'ailleurs valoir à son auteur le prix Staline. Vous voyez, c'est comme si le régime soufflait constamment le chaud et le froid. Le froid, il va le souffler vraiment le 20 janvier 48, c'est-à-dire une semaine seulement, pas une semaine, c'est ça, une semaine après le remariage de Serge Prokofiev avec Mira Mendelssohn, puisque Lina, sa première compagne, est arrêtée par la police, accusée d'espionnage, envoyée dans un camp en Sibérie. Elle n'en sera libérée qu'en 1956. Franck Ferrand sur Radio Classique.
Il a quitté Moscou et la maison de l'Union des compositeurs soviétiques d'Ivanovo, Prokofiev, pour se retirer dans le calme d'une maison de campagne bâtie sur les pentes de la montagne de Nikolena. On est à une vingtaine de kilomètres de Moscou seulement. Déménagement qui a eu lieu donc en juillet 46. Quelques meubles, un piano de location, Serge et Mira vont désormais passer là, dans cette datcha, l'essentiel de leur temps. Et puis donc, il y a ces persécutions, on va dire, de 48, le décret de Jdanov en 48, qui ébranle littéralement la Russie soviétique avec ces persécutions perpétrées dans le milieu culturel contre tout ce qui ne s'accorde pas avec la doxa de ce régime. C'est la suite logique de la convocation au Kremlin en 46 d'une pléiade de compositeurs. Il y avait là-dedans Shostakovich, Khachatourian, Prokofiev donc, et Maïakovsky. L'idéologue ukrainien a condamné officiellement les artistes fautifs dont l'œuvre révèle de façon particulièrement évidente certaines déviations formalistes, des tendances musicales antidémocratiques, étrangères au peuple soviétique et à ses goûts artistiques, disait Jdanov. Vous voyez un peu le genre. Pour ce qui est de Prokofiev, la liste des œuvres interdites est assez longue, avec évidemment des partitions composées en Occident, mais aussi la 6e symphonie qui est beaucoup plus récente, même les 7 et 8e sonates pour piano. Prokofiev essaie de faire ce qu'il peut, il essaie de s'amender, il compose Histoire d'un homme véritable en 48, c'est un opéra tout à fait soviétique, mais qui ne rencontre pas pour autant l'assentiment du régime. Si vous voulez, l'esthétique de Prokofiev ne correspond plus avec ce que l'on demande. Il est guidé maintenant par la censure à chaque pas. Il va faire des séjours dans un certain nombre d'hôpitaux. Il va travailler sur pas mal de partitions différentes. Il va faire d'ailleurs du violoncelle, notamment grâce au fidèle Rostropovitch. Il va en faire le vecteur de ce qu'il y a de plus personnel dans son inspiration et dans sa sensibilité. Et c'est sa façon à lui, en quelque sorte, de répondre à toutes ces persécutions du stalinisme. Prokofiev, vous le savez sans doute, va s'éteindre le 5 mars 1953 d'une hémorragie cérébrale, évidemment. Et il a eu la mauvaise idée, si je puis dire, de mourir juste en même temps que Staline, qui mourra quelques heures seulement après lui. Le 6 mars 1953, le corps embaumé du dictateur est exposé dans la salle des colonnes. Ces funérailles auront lieu le 9 devant une foule considérable. Pour ce qui est de Prokofiev, évidemment, c'est passé un peu inaperçu. La cérémonie funèbre s'est déroulée juste avant celle de Staline, mais en tout petit comité à l'Union des compositeurs. Et un journal soviétique rapportera: le compositeur soviétique Prokofiev est mort, hélas, le jour où fut annoncée la tragique nouvelle de la maladie du grand Staline. En conséquence, l'annonce de sa mort n'a pu paraître dans la presse soviétique que quelques jours plus tard.